Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies est une occasion opportune pour évoquer le passé, mais aussi pour réfléchir à notre avenir commun. En 1945, les pays vainqueurs du nazisme ont uni leurs efforts pour poser des fondements solides à l'ordre mondial de l'après-guerre. Je rappellerai que c'est dans mon pays, en Crimée, à Yalta, que se sont réunis les dirigeants de la coalition anti-hitlérienne pour décider de la création de l'ONU et des principes régissant les relations entre les États. Le système de Yalta est donc né d'énormes souffrances. Il incarne le prix payé par des millions de gens qui ont perdu la vie pendant la guerre, deux guerres mondiales même qui ont ravagé la planète au XXe siècle. Et soyons ici objectifs, c'est ce système qui a aidé l'humanité à traverser des événements turbulents ensuite, parfois dramatiques, et qui a préservé le monde de bouleversements plus grands encore. L'Organisation des Nations Unies est sans pareil pour ce qui est de sa légitimité, de sa représentativité et de son universalité. Or, ces derniers temps, l'ONU se trouve de plus en plus souvent critiquée parce qu'elle manquerait d'efficacité et parce que les décisions prises se feraient sur des contradictions insurmontables, notamment parmi les membres du Conseil de sécurité. Je veux cependant remarquer que les différends au sein de l'ONU ont toujours existé tout au long de ces 70 ans d'existence et que toujours a été appliqué le droit de veto auquel ont eu recours les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Union soviétique et la Russie. C'est quelque chose de tout à fait naturel pour une organisation à ce point multidimensionnelle et représentative. À la création de l'ONU, personne ne comptait qu'il y aurait toujours unanimité dans cette enceinte. En revanche, la raison de l'organisation consiste à rechercher et élaborer des compromis, sa force résultant de l'effort de conciliation des opinions et des points de vue différents. Les décisions qui sont discutées au sein des Nations Unies sont acceptées sous forme de résolutions ou ne le sont pas. Comme le disent les diplomates, ces décisions passent ou ne passent pas. Et toute action ensuite de tout État visant à contourner cette pratique est illégitime, contraire à la Charte des Nations Unies et va à l'encontre du droit international. Nous savons tous qu'après la fin de la guerre froide, nous le savons tous, il n'y a eu plus qu'un centre de domination dans le monde entier. Et ceux qui se trouvaient au sommet de la pyramide ont été tentés de penser, puisque nous sommes aussi forts et exceptionnels, personne ne sait mieux que nous ce qui est possible, ce qu'il faut faire. Et par conséquent, il n'y a plus à compter, il n'y a plus à prendre en compte les Nations Unies, puisqu'il arrive de toute façon très souvent que cette organisation gêne et ne fasse que mettre des bâtons dans les roues au lieu d'adopter des décisions afin de légitimer les actes nécessaires. Des rumeurs ont surgi alors disant que l'organisation, dans la forme sous laquelle elle a été créée, avait déjà rempli sa mission historique qui était devenue obsolète. Naturellement, le monde change et l'ONU doit aussi s'adapter à cette transformation. La Russie est prête à contribuer à cet effort avec ses partenaires sur la base d'un large consensus, mais nous considérons comme étant extrêmement dangereuses les tentatives qui visent à ébranler l'autorité et la légitimité des Nations Unies. Cela risque de conduire à l'effondrement de toute l'architecture des relations internationales et dans ce cas, il ne resterait plus aucune règle sinon la droit du plus fort. Ce serait un monde dans lequel l'égoïsme se substituerait au travail d'équipe, un monde dans lequel il y aurait de plus en plus d'oppression et de moins en moins d'égalité des droits, de démocratie réelle et de liberté, un monde dans lequel, au lieu d'États véritablement indépendants, existeraient des régimes qui de facto seraient des protectorats et des territoires contrôlés de l'extérieur. Alors, comment définir la souveraineté nationale dont mes collègues ont déjà parlé? C'est avant tout la question de la liberté.
liberté de choisir son destin pour chaque individu, pour chaque peuple et pour chaque État. Et d'ailleurs, chers collègues, dans cette même ligne se pose aussi la question de la légitimité étatique. Il ne faut pas ici jouer avec les mots. Chaque terme de droit international, chaque dossier international doit être clair, transparent et se fonder sur des critères qui sont compris de manière uniforme. Nous sommes tous différents. Et c'est là quelque chose qu'il faut respecter. Personne n'est obligé de s'adapter à un mode de développement unique qui serait reconnu une fois pour toutes par quelqu'un comme étant le seul valable. Nous devons tous garder présent à l'esprit le passé. Ainsi, il faut se souvenir de l'histoire de l'Union soviétique. Lorsque l'on exporte des expériences sociales, lorsque l'on exporte ses propres clichés idéologiques pour obtenir des changements dans tel ou tel pays, on débouche très souvent sur des conséquences dramatiques et sur un recul plutôt qu'au progrès. Cependant, on a l'impression que certains préfèrent répéter les fautes des autres plutôt que d'en tirer les leçons. Aujourd'hui, il s'agit de l'exportation des soi-disant révolutions démocratiques, une exportation qui se poursuit. Il suffit de voir de plus près ce qui se passe au Proche-Orient et en Afrique du Nord, dont aussi parlaient les intervenants précédents. Naturellement, dans ces régions, des problèmes se posent sur le plan de l'ordre politique et social. Et les populations, les gens souhaitaient un changement. Mais que s'est-il passé en réalité? L'intervention agressive extérieure, la guerre débouchée à des réformes des institutions de l'État, le mode de vie tout entier a été anéanti. Et plutôt que le triomphe de la démocratie et du progrès, on a pu voir la pauvreté, la violence et la catastrophe sociale. Et les droits de l'homme, y compris le droit à la vie, ont été gravement obérés. On a envie de demander à ceux qui sont à l'origine de tout cela, est-ce que vous prenez au moins conscience de ce que vous avez fait? Mais je crains que cette interrogation ne reste lettre morte, car les politiques qui se basent sur la confiance en soi excessive et le principe d'exclusivité et la certitude de l'impunité perdurent. Il est tellement évident que le vide politique qui s'est instauré dans certains pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord a eu comme répercussion l'apparition de zones d'anarchie qui ont immédiatement commencé à attirer extrémistes et terroristes. Des dizaines de milliers de terroristes sont déjà venus combattre sous les drapeaux de ce qu'on appelle l'État islamique, avec parmi eux d'anciens soldats irakiens qui, en 2003, se sont trouvés à la rue à la suite de l'invasion militaire en Irak. Le recrutement est également organisé par le biais de la Libye, dont les structures étatiques ont été démantelées suite à la violation flagrante de la résolution de 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en ce moment, des membres de l'opposition syrienne dite modérée et soutenue par l'Occident adhèrent à ces mouvements radicalisés. On leur donne des armes, on leur fournit une formation militaire et ensuite ils se retrouvent du côté de l'État islamique. Et l'État islamique lui-même n'est pas non plus apparu de nulle part. Il a été au départ nourri et choyé car apparaissant comme un outil de lutte contre des régimes laïcs indésirables. Une fois sa ligne de déploiement acquise en Syrie et en Irak, l'État islamique continue inexorablement sa progression vers d'autres territoires pour assurer sa domination dans le monde islamique et au-delà. Et son intention manifestement est loin de se borner à ses projets. L'état de choses actuel est donc plus que dangereux. Dans une situation pareille, il est hypocrite et irresponsable de dénoncer solennellement la menace du terrorisme international, tout en fermant les yeux par ailleurs sur les canaux de financement et de soutien aux terroristes, notamment le trafic de drogue, la contrebande de pétrole et d'armes. Il est aussi responsable de manipuler ces réseaux extrémistes afin de les engager à son propre service pour défendre ses propres fins politiques, tout en espérant ensuite de leur régler leur compte et de les exterminer, de les anéantir. Ceux qui se comportent ainsi doivent l'entendre, mesdames et messieurs, vous avez là à des gens cruels, mais absolument pas stupides pour autant et pas
primaire. Ils ne sont pas plus bêtes que vous et on ne sait pas en définitive qui manipule qui. Les données récentes sur les transferts d'armes à l'opposition modérée, entre guillemets, en sont la meilleure preuve. Nous considérons que toute tentative de flirter avec les terroristes ou voire de les armer est une approche myope qui risque de provoquer l'incendie et de faire déborder la menace terroriste qui pourrait se propager à de nouvelles régions de la planète. D'autant plus que dans les camps d'entraînement de l'État islamique se retrouvent des combattants en provenance d'un peu partout, y compris de pays européens. Malheureusement, et je le dis très clairement, la Russie ne fait pas exception sur ce plan. Nous ne devons pas tolérer que les criminels qui ont déjà flairé le sang puissent ensuite revenir chez eux et y continuer leur œuvre sinistre. Nous ne souhaitons pas que cela se passe ainsi et je crois que personne ne souhaite que cela se passe ainsi. La Russie s'est toujours prononcée de manière ferme et conséquente contre le terrorisme dans toutes ses formes. Aujourd'hui, nous apportons un soutien militaire et technique à l'Irak, à la Syrie et à d'autres pays de la région qui mènent le combat contre les groupements terroristes. Nous pensons que c'est une grave erreur que de refuser de coopérer avec les autorités et l'armée gouvernementale syrienne, alors qu'ils font preuve de beaucoup de courage en affrontant la terreur. Il faut aussi reconnaître qu'il n'y a plus personne d'autre en Russie qui mène le combat contre l'État islamique et autres organisations terroristes, sinon l'armée gouvernementale du président Assad. Nous savons les problèmes de la région, nous savons ses contradictions, mais il faut partir de ces réalités. Chers collègues, je dois aussi souligner que cette approche honnête et directe a été récemment utilisée comme un prétexte pour accuser la Russie de faire montre d'une ambition croissante, comme si ceux qui le disaient n'avaient pas eux-mêmes certaines ambitions. De fait, il ne s'agit pas ici des ambitions de la Russie, chers collègues, mais du fait qu'on ne peut tolérer la situation qui est en train de se développer dans le monde. Dans la réalité, nous proposons de suivre les valeurs et les intérêts communs et non pas de nous inspirer d'ambitions quelconques et de unir nos efforts sur la base du droit international pour résoudre les problèmes qui se posent et pour créer une véritable coalition à portée mondiale contre le terrorisme, contre le IEL et qui pourra rallier les forces prêtes à agir comme on l'a fait contre le nazisme. Et naturellement, les pays musulmans sont des éléments clés de cette coalition, car non seulement l'État islamique représente pour une masse directe, mais bien au-delà, par leurs crimes sanglants, les terroristes profanent l'une des plus grandes religions qui soit, l'islam. Les idéologues des combattants islamiques se moquent de l'islam, le dénaturent, le privent de ses valeurs humanistes. Je veux aussi également cette question pour lancer un appel aux maîtres spirituels du monde musulman. Plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de votre autorité, de votre prêche, pour prévenir les inconscients, la démarche inconsciente de ceux qu'on essaie de recruter, mais aussi pour essayer de venir en aide à ceux qui ont été dupés, qui, à suite de différentes circonstances, se sont retrouvés dans les rangs des terroristes. Il faut les aider à revenir à la vie normale, à déposer les armes et à mettre fin à leur lutte fratricide. Dans quelques jours, le Conseil de sécurité la Russie plutôt, va présider une réunion du Conseil de sécurité au niveau ministériel qui sera consacrée à une analyse en profondeur des menaces qui existent dans l'espace du Proche-Orient. L'idée est avant tout de discuter d'une nouvelle résolution visant à coordonner les démarches de toutes les forces qui font face à l'État islamique et à d'autres structures terroristes. Je le répète, une telle coordination doit se fonder sur le respect des principes inscrits dans la Charte des Nations Unies. Nous comptons que la communauté internationale saura élaborer une stratégie globale de stabilisation politique et de redressement social et économique du Moyen-Orient. Alors, mesdames et messieurs, il ne sera plus nécessaire de construire des camps pour accueillir les réfugiés. Aujourd'hui, les personnes forcées de quitter leur pays d'origine déferlent sur les pays voisins d'abord et ensuite sur l'Europe. Et l'on compte déjà par centaines de milliers et bientôt par millions ces réfugiés. Il s'agit là d'une nouvelle et tragique grande vague de migration et une leçon pénible à tirer, notamment pour les Européens. Je voudrais souligner que les réfugiés, sans aucun doute, ont besoin de compassion et de soutien.
Mais pour venir à bout de ce problème, il y a d'autres remèdes que de rétablir les structures de l'État là où elles ont été anéanties, ceci par le renforcement des institutions étatiques encore intactes ou en cours de reconstitution, grâce aussi à la fourniture d'une assistance militaire, économique et matérielle aux pays en difficulté et naturellement par une assistance apportée aux personnes qui, malgré les épreuves, ne quittent pas leur pays. Il va de soi que toute assistance apportée aux États souverains ne doit pas leur être imposée, mais doit être proposée en pleine conformité avec la Charte des Nations Unies. En d'autres termes, tout ce qui est fait, tout ce qui sera fait, doit l'être conformément aux normes du droit international et doit être approuvé et appuyé par l'ONU, Organisation universelle. Ce qui va à l'encontre de la Charte des Nations Unies doit être rejeté. Et avant cela, il est essentiel, je crois, de procéder à la reconstitution des structures étatiques en Libye. Il faut soutenir le nouveau gouvernement en Irak et accorder tout l'appui nécessaire au gouvernement légitime de la Syrie. Chers collègues, le maintien de la paix et de la stabilité au niveau régional et mondial reste la priorité essentielle de la communauté internationale avec à sa tête les Nations Unies. Il faut ici créer un espace commun de sécurité égale et indivisible, de sécurité qui s'appliquerait à tout le monde, plutôt que de favoriser un cercle restreint. C'est vrai que la tâche sera difficile et longue, mais nous n'avons pas le choix. Cependant, la mentalité de bloc du temps de la guerre froide et le désir d'explorer de nouveaux espaces géopolitiques dominent toujours l'esprit de certains. Le premier pas était de poursuivre l'élargissement de l'OTAN et l'infrastructure militaire de l'Alliance. Ensuite, il a été proposé au pays de l'ex-URSS un faux dilemme de choisir son camp entre l'Orient et l'Occident. Tôt ou tard, cette logique de confrontation ne peut que prendre la forme d'une crise politique grave. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine, où l'on a exploité le mécontentement d'une partie de la population vis-à-vis des autorités pour orchestrer de l'extérieur une prise de pouvoir qui, en définitive, a provoqué le déclenchement de la guerre civile. Nous sommes convaincus que le seul moyen d'arrêter les fusions de sang et de sortir de l'impasse actuelle en Ukraine consiste à faire appliquer strictement et de bonne foi les accords de Minsk du 12 février 2015. Il est inutile, il est vain de faire appel aux menaces et aux armes pour assurer l'intégrité de l'Ukraine. Ce qu'il faut faire, c'est prendre en compte les intérêts et les droits de la population du Donbass, respecter leurs choix, et comme cela est prévu par les accords de Minsk, il faut les impliquer dans le processus décisionnel. Cela représente un gage du développement ultérieur de l'Ukraine en tant qu'État civilisé, et ce serait la pierre angulaire essentielle de la création d'un espace commun de sécurité et de coopération économique en Europe et en Asie. Mesdames et messieurs, ce n'est pas par hasard que je mentionnais à cet instant l'espace commun de coopération économique. Il y a des lois économiques objectives qui existent, et nous allons nous fonder sur les règles de transparence élaborées au profit de tous, notamment les principes adoptés dans le cadre de l'OMC, tels que la liberté du commerce, des investissements et de la concurrence. Cependant, aujourd'hui, les sanctions unilatérales qui contournent la charte de Nations Unies sont presque devenues la norme. Ce sont là des sanctions qui sont utilisées au-delà de buts politiques en tant qu'outil pour éliminer les concurrents sur les marchés. Je veux aussi noter ici l'existence d'une autre manifestation de cette économique. Il y a certains États qui optent pour la création d'associations économiques prioritaires à caractère restreint. Et même les négociations concernant ces blocs économiques sont menées en cachette à l'insu des citoyens, des milieux d'affaires, de la société civile et des autres États dont les intérêts peuvent par conséquent être touchés sans qu'ils soient informés. Il se peut qu'on veuille nous mettre tous devant le fait accompli et devant une réécriture des règles du jeu au profit d'un cercle restreint de privilégiés, même sans la participation de l'OMC. Cela est lourd de conséquences et peut provoquer le déséquilibre de tout le système financier et l'effondrement de l'espace économique mondial. Étant donné que ces questions touchent aux intérêts de tous les États, étant donné qu'elles déterminent aussi les perspectives de l'ensemble de l'économie mondiale, nous proposons d'en discuter dans le contexte de l'ONU, de l'OMC et du G20. À l'opposé de la politique de l'exclusivité, la Russie propose une harmonisation des projets économiques régionaux, propose une intégration des intégrations fondée sur les règles commerciales reconnues au niveau international, universelles et transparentes.
Et je pourrais vous citer des projets que nous avons menés dans le contexte de la communauté économique eurasienne à l'initiative chinoise, notamment pour la construction de la ceinture économique de la route de la soie. Nous voyons toujours de grandes perspectives dans l'harmonisation des processus d'intégration au sein de la communauté économique eurasienne et de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, parmi les problèmes qui subsistent se trouve le défi persistant du changement climatique. Nous souhaitons voir la conférence sur le climat qui sera organisée en décembre à Paris sous l'égide de l'ONU aboutir. Et dans le cadre de notre contribution nationale, nous avons l'intention de réduire pour 2030 nos émissions de gaz à effet de serre de 70 à 75% par rapport au taux d'émissions de 1990. Cela étant, je vous invite aussi à considérer ce problème de manière plus générale. Oui, certes, on peut introduire des quotas d'émissions de gaz à effet de serre et adopter d'autres mesures à caractère tactique et nous pourrons ainsi atténuer la gravité du problème pendant un certain temps. Nous n'allons pas ainsi le régler de manière définitive. Nous avons besoin aussi d'approches de nature différente qualitativement. Il faut mettre en place ici des solutions novatrices, des technologies similaires au fonctionnement de la nature, qui restent en harmonie avec l'environnement plutôt que de porter préjudice à l'environnement. Et nous avons besoin de solutions qui nous permettent de restaurer l'équilibre entre la biosphère et la technosphère, équilibre qui a été brisé, qui est un vrai défi à l'échelle planétaire. Je suis convaincu que l'humanité possède ce potentiel intellectuel nécessaire pour trouver des solutions. Nous devons joindre nos efforts. Il s'agit avant tout des efforts des États qui ont des capacités de recherche importantes qui sont notamment dans le domaine de la recherche fondamentale. Nous proposons à cet égard de convoquer un forum spécial sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies où l'on pourra revenir sur l'ensemble des problèmes liés à l'épuisement des ressources naturelles, la destruction de l'habitat et les changements climatiques. La Russie est prête à être co-organisateur de ce forum. Mesdames et messieurs, chers collègues, le 10 janvier 1946 à Londres se tenait la première session s'ouvrait la première session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est le président de la commission préparatoire, un diplomate colombien, M. Zuleta Angrel, qui a ouvert la séance et a dit quelque chose qui, à mon avis, reste pertinent. Il a évoqué la bonne volonté, l'esprit de coopération et a rejeté l'intrigue. Ces mots résonnent aujourd'hui encore à nos oreilles comme un conseil à écouter. La Russie croit dans l'immense potentiel de l'Organisation des Nations Unies qui doivent nous aider à éviter une nouvelle confrontation mondiale et à mettre en place une coopération stratégique. Ensemble, avec d'autres pays, nous allons travailler de manière cohérente au renforcement du rôle central et coordinateur de l'ONU. Je suis persuadé que nous sommes à même d'assurer la stabilité et la sécurité dans le monde et que nous pouvons créer des conditions propices pour le développement de tous les États et de tous les peuples. Je vous remercie de votre attention. On behalf of